Le millionnaire a renversé du café et a exigé que la serveuse le nettoie. Mais au lieu d'obéir, elle a fait quelque chose qui a choqué tout le monde. Le silence s'est installé et les clients n'en croyaient pas leurs yeux. Son attitude inattendue a tout changé à cet instant. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Le soleil venait à peine de se lever lorsque Marcel Duvernois franchit les portes vitrées du château des Magnolias, sa propriété la plus prestigieuse à Chamonix. L'arôme du café fraîchement moulu emplissait l'atmosphère, tandis que le personnel se déplaçait discrètement, préparant tout pour une nouvelle journée de travail. Vêtu d'un costume italien impeccablement taillé et d'une chemise blanche, comme neige, il parcourait les couloirs avec l'autorité de celui qui a bâti un empire de ses propres mains. Ses pas résonnaient sur le sol en marbre, tandis qu'il inspectait chaque détail. Les rideaux de soie française parfaitement alignés, les arrangements de fleurs fraîches sur les tables basses, la disposition méticuleusement calculée des canapés dans le hall. Rien n'échappait à son regard critique. À 48 ans, Marcel avait transformé une petite auberge familiale en un réseau d'établissements de luxe qui faisait référence en matière d'hospitalité dans tout le pays. Sa routine matinale d'inspection était presque un rituel sacré. Le personnel connaissait bien ce moment. C'était l'heure où le patron vérifiait personnellement si toutes les normes étaient scrupuleusement respectées. Un serveur pressé passa devant lui, portant un plateau avec des tasses en porcelaine. Marcel prit note mentalement de vérifier plus tard si ce service était effectué avec la délicatesse nécessaire. C'est alors que son regard se posa sur elle. Derrière le comptoir de la réception, une jeune femme d'environ 24 ans organisait des papiers avec une concentration absolue. Ses cheveux châtains étaient noués en un chignon discret, et l'uniforme de l'établissement, bien que simple, semblait avoir été fait sur mesure pour elle. Il y avait quelque chose dans ses mouvements qui transmettait une assurance inhabituelle pour quelqu'un à son poste. Marcel fronça les sourcils, essayant de se rappeler s'il l'avait déjà vue auparavant. Quelque chose chez elle lui semblait vaguement familier, mais il n'arrivait pas à déterminer quoi. Il consulta sa montre-bracelet, un cadeau qui avait coûté l'équivalent de plusieurs mois de salaire de ses employés, et décida qu'il enquêterait là-dessus plus tard. Il avait une réunion importante avec des investisseurs dans moins d'une heure. En se retournant pour poursuivre son chemin, il ne remarqua pas le chariot de service qu'un valet avait laissé à proximité. Son réflexe fut rapide pour l'éviter, mais pas suffisant pour empêcher qu'une tasse de café chaud, précairement équilibrée sur le bord du chariot, ne bascule. Le liquide sombre se répandit sur sa chemise immaculée, formant une tache qui s'élargissait rapidement sur le tissu italien. « C'est inadmissible !» sa voix tonna dans le hall, figeant tous les présents sur place. « Qui est l'incompétent ? Qui a laissé ce chariot ici ?» Le silence qui suivit ne fut rompu que par le bruit léger des pas de la jeune femme qui était à la réception, s'approchant maintenant avec une posture qui mêlait professionnalisme et une inexplicable fierté. Elle s'arrêta à quelques pas de distance, tenant une serviette en lin. « Monsieur Duvernois », sa voix était claire et ferme, « puis-je vous aider avec cela ?» Marcel la regarda avec un mélange d'irritation et de surprise. Quelque chose dans sa façon de prononcer son nom le troubla profondément, comme si cette voix faisait partie d'un souvenir longtemps enfoui. « Nettoyez cela immédiatement », ordonna-t-il, tendant les bras pour mettre en évidence la tache qui ruinait maintenant sa chemise à 2000 €. C'est alors que se produisit quelque chose que personne dans cet établissement n'avait jamais vu auparavant. La jeune femme, qu'il pouvait maintenant lire sur son badge, s'appelait Élise Mercier, resta simplement immobile, la serviette toujours dans ses mains, et répondit avec un calme déconcertant « Non ». Le mot flotta dans l'air comme une bombe sur le point d'exploser. Les autres employés retinrent leur souffle, attendant l'inévitable tempête qui suivrait. Marcel Duvernois n'était pas connu pour sa patience envers ses subordonnés, encore moins avec ceux qui osèrent le défier. Mais avant qu'il ne puisse réagir, quelque chose dans les yeux d'Élise le fit hésiter. Il y avait là un mélange de détermination et de chagrin qui le frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Pendant un bref instant, un souvenir tenta d'émerger dans son esprit, des couloirs d'hôpital, des voix chuchotées, une décision irréversible. Mais il le repoussa dans les profondeurs de sa conscience. L'atmosphère dans le hall devint encore plus tendue lorsque la porte principale s'ouvrit et que Gérard Lafont, son plus grand rival dans le secteur hôtelier,
entra avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il s'arrêta, observant la scène avec un intérêt mal dissimulé, comme un prédateur qui flaire une proie. « Blessé. Des problèmes avec le personnel du Vernois ?» demanda-t-il avec une fausse préoccupation. Marcel sentit son sang bouillir dans ses veines, mais quelque chose dans la présence d'Élise l'empêchait de réagir comme il l'aurait fait normalement. Pour la première fois depuis des années, il se retrouva sans voix, coincé entre la colère face à l'insubordination et une inexplicable sensation qu'il y avait beaucoup plus dans cette situation qu'il n'y paraissait. Élise resta ferme, face au regard furieux de Marcel, même si son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine. 6 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'elle s'était trouvée si proche de lui, bien qu'il ne s'en souvienne manifestement pas. Comment le pourrait-il ? Pour lui, elle n'avait été qu'une parmi les dizaines d'infirmières qui avaient soigné sa mère, Madame Clémence, pendant ces mois critiques à l'hôpital. Le hall de l'établissement demeurait dans un silence sépulcral, rompu seulement par le bruit doux de la fontaine décorative au centre de l'espace. Gérard Lafont s'approcha davantage, ses chaussures italiennes résonnant sur le sol en marbre, tandis que ses yeux astucieux alternaient entre Marcel et Élise, comme s'il tentait de déchiffrer une énigme particulièrement intrigante. « Mademoiselle, Mercier !» La voix de Gérard résonna mielleuse, prononçant son nom de famille avec une familiarité étudiée. « Quel plaisir de vous rencontrer ici. Je ne savais pas que vous aviez quitté l'hôpital Saint-Louis pour l'hospitalité. » Élise sentit un frisson parcourir son échine. Comment savait-il? Mais bien sûr qu'il savait. Gérard Lafont n'était pas seulement connu pour être propriétaire du 2e plus grand réseau d'hôtels de la région, mais aussi pour sa capacité presque surnaturelle à découvrir des informations utiles sur ses concurrents. « Monsieur Lafont, » répondit-elle avec une politesse calculée, « je ne m'attendais pas à ce que vous vous souveniez de moi après tant de temps. » Marcel observait l'interaction avec une inquiétude croissante. Il y avait quelque chose dans la façon dont Gérard regardait Élise qui le dérangeait profondément. C'était comme si son rival connaissait quelque chose qu'il ignorait, quelque chose d'important. Comment pourrais-je oublier? Gérard sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Ses jours à Saint-Louis étaient mémorables, surtout compte tenu de l'accord qui a été conclu. Le mot « accord » tomba comme une pierre dans l'atmosphère déjà tendue. Élise sentit ses mains trembler légèrement, mais garda sa contenance. Marcel, quant à lui, fronça les sourcils, une vague sensation d'inconfort s'installant dans sa poitrine. « Si vous voulez bien m'excuser, » dit Élise, sa voix plus ferme qu'elle ne se sentait, « j'ai du travail à faire. » Elle se retourna pour regagner la réception, mais Marcel, mu par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, l'arrêta avec une question. « Vous avez travaillé à Saint-Louis » Le moment qui suivit sembla s'étirer indéfiniment. Élise s'arrêta, le dos encore tourné vers lui, tandis que les souvenirs inondaient son esprit. Des nuits interminables de garde, le bip incessant des machines, des conversations chuchotées dans les couloirs au sujet du traitement expérimental qui pourrait sauver Madame Clémence, et le prix astronomique qu'il coûterait. « Oui », répondit-elle simplement, sans se retourner. « Quand » La voix de Marcel. C'en est étrangement vulnérable à présent. « Pendant l'hospitalisation de votre mère », répondit-elle, et finalement elle se retourna pour le regarder. « J'étais l'infirmière en chef du service où elle était hospitalisée. » Le visage de Marcel pâlit visiblement. Des fragments de mémoire commencèrent à s'agiter dans son esprit. Une jeune infirmière toujours présente dans les moments les plus critiques, quelqu'un que sa mère mentionnait avec une affection particulière, mais qui avait mystérieusement disparu avant la sortie de l'hôpital. Gérard observait la scène avec un intérêt croissant, comme un metteur en scène regardant une pièce de théâtre qu'il avait lui-même orchestrée. Ses yeux brillaient d'une satisfaction mal contenue, tandis qu'il voyait les premières fissures apparaître dans la façade toujours contrôlée de Marcel Duvernois. « Intéressant comme le destin nous réunit, n'est-ce pas ?» commenta Gérard, sa voix chargée d'une ironie qu'Élise seule sembla saisir complètement, surtout compte tenu de toutes les circonstances particulières de cette époque. Un groupe de clients commença à descendre pour le petit déjeuner, leur voix joyeuse, créant un contraste surréaliste avec la tension qui planait entre les trois. Le personnel se déplaçait discrètement,
essayant de maintenir la routine de l'établissement tout en jetant des regards furtifs à la scène qui se déroulait. « Marcel, » Gérard continua, savourant chaque mot, « vous ne saviez pas, votre ancienne infirmière en chef ici présente a une histoire fascinante à raconter. Quelque chose à propos d'un sacrifice extraordinaire fait au nom de votre mère. Mais peut-être, il fit une pause étudiée, ce n'est pas le moment approprié pour les souvenirs. » Le reste de cette matinée au château des Magnolias se déroula dans un climat de tension palpable. Marcel se réfugia dans son bureau, annulant même la réunion avec les investisseurs. Assis dans son fauteuil en cuir, il faisait tourner distraitement un stylo entre ses doigts, son esprit plongé dans des souvenirs qu'il avait longtemps tenté d'enterrer. Le rétablissement miraculeux de sa mère avait toujours comporté des zones d'ombre qu'il évitait de questionner. Le traitement expérimental qui avait sauvé Madame Clémence était apparu comme par magie, quand tout espoir semblait perdu. À l'époque, absorbé par le soulagement de voir sa mère s'améliorer, il ne s'était pas attardé sur les détails administratifs de l'hôpital. Maintenant, les paroles de Gérard résonnaient dans son esprit, un sacrifice extraordinaire. Un léger coup à la porte interrompit ses pensées. C'était Sophie Vauban, son assistante personnelle depuis plus d'une décennie. « Monsieur Duvernois, pardonnez-moi de vous déranger, mais j'ai pensé que vous devriez savoir. Monsieur Lafont est au restaurant du château, déjeunant avec mademoiselle Mercier. » Marcel sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce qu'il manigance exactement ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Sophie. Au restaurant, Élise maintenait une posture rigide, tandis que Gérard savourait son vin rouge, un sourire satisfait jouant sur ses lèvres. « Vous savez, ma chère, » commença-t-il, posant délicatement son verre sur la table, « j'ai toujours admiré votre dévouement. Renoncer à quelque chose de si précieux pour sauver la vie d'une inconnue, voilà de la noblesse. »« Vous ne savez rien, » répondit sèchement Élise, bien que ses mains tremblassent légèrement sous la table. « Ah, mais si !» Gérard se pencha en avant. « Je sais au sujet du prix de recherche que vous avez refusé. 1 million d'euros pour poursuivre vos études sur les traitements innovants en cardiologie. L'argent que vous avez utilisé pour payer le traitement expérimental de Madame Clémence. » Élise sentit l'air manquer à ses poumons. Comment l'avait-il découvert? Cette information était protégée par des clauses de confidentialité. Et ça le plus intéressant, poursuivit Gérard, savourant chaque mot, c'est que notre ami Marcel n'en a jamais rien su. Il croit encore aujourd'hui que l'hôpital a offert le traitement de son propre chef, en considération de l'influence de la famille Duvernois. « Que voulez-vous, monsieur Lafont ?» demanda Élise, sa voix basse mais ferme. « Je veux ce que j'ai toujours voulu, voir l'empire Duvernois s'effondrer. Si vous, ma chère, pourriez être la pièce qui manquait à ce puzzle. » De l'autre côté du restaurant, Lucie Moreau, la chef exécutive du château et amie proche de Madame Clémence, observait la scène avec inquiétude. Elle se souvenait parfaitement de cette époque à l'hôpital, des conversations avec Madame Duvernois, au sujet de la jeune infirmière qui semblait un ange envoyé du ciel. Lucie s'approcha discrètement de la table, sous prétexte de vérifier si tout était au goût des clients. En passant, elle capta des fragments de la conversation qui firent serrer son cœur. « Réfléchissez bien, mademoiselle Mercier. » La voix de Gérard était presque hypnotique. « Avec votre aide, je peux garantir que la vérité éclate d'une manière qui nous profite à tous. Vous récupérez ce qui vous revient de droit et moi, disons que je pourrai enfin proposer un prix équitable pour le château des Magnolias quand Marcel réalisera que son empire s'écroule. » Élise gardait les yeux fixés sur son assiette intacte, tandis que ses ongles s'enfonçaient dans les paumes de ses mains sous la table. 6 ans auparavant, elle avait fait un choix basé purement sur la compassion, en voyant la souffrance d'une mère et le désespoir silencieux de son fils. Maintenant, ce même choix revenait la hanter, transformé en une arme entre les mains d'un homme sans scrupules. À l'extérieur du restaurant, des nuages sombres commençaient à se former au-dessus des montagnes de Chamonix, annonçant un orage. Le climat semblait refléter la turbulence qui s'installait dans les cœurs des personnes impliquées dans cette intrigue de secrets et de sacrifices. Cet après-midi-là, alors que la pluie commençait à tomber sur le château des Magnolias, Madame Clémence Duvernois surprit tout le monde par son arrivée inattendue au château. À 70 ans, elle conservait une élégance sereine et un regard perspicace que peu pouvaient soutenir. Son chauffeur particulier
tenait un parapluie tandis qu'elle traversait le jardin en direction de l'entrée principale. Le hall fut plongé dans un silence absolu lorsqu'elle entra. Ses yeux, toujours aussi vifs, parcoururent l'espace jusqu'à se fixer sur une silhouette spécifique, Élise qui revenait tout juste de son déjeuner avec Gérard Lafont. « Mon ange !» La voix de Madame Clémence trembla légèrement. « C'est donc bien vous !» Cette rencontre inattendue figea Élise sur place. Voilà la femme pour qui elle avait tant sacrifié, la patiente qui était devenue presque une seconde mère pendant ces mois de traitement intensif. « Madame Clémence », parvint à dire Élise, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Sophie m'a appelé », expliqua la dame, s'approchant d'un pas ferme. « Elle m'a dit que vous étiez ici et je ne pouvais simplement pas y croire, après tout ce temps à vous chercher. » Cette révélation prit Élise par surprise. « Me chercher? Moi? Tous les jours depuis que vous avez disparu de l'hôpital, » confirma Madame Clémence, maintenant à quelques pas seulement. « Vous avez disparu avant même que je puisse vous remercier convenablement. Et quand j'ai essayé de vous retrouver ensuite, personne ne savait me dire où vous étiez allé. » Lucie, la chef, observait la scène depuis l'entrée du restaurant, ses mains serrant nerveusement son tablier. Elle savait que ce moment approchait depuis qu'elle avait reconnu Élise le matin même, mais elle n'imaginait pas que ce serait si rapide. « Mon fils !» appela Madame Clémence, se tournant vers l'escalier qui menait au bureau de Marcel où il se tenait, observant la scène avec une expression indescriptible. « Savais-tu que cette jeune femme est celle qui a réellement permis mon traitement ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcel descendit lentement les escaliers, ses yeux fixés sur Élise, comme s'il la voyait véritablement pour la première fois. « De quoi parlez-vous, maman ?»« Le traitement expérimental, » expliqua Madame Clémence, sa voix chargée d'émotion. « Ce n'est pas l'hôpital qui l'a offert comme un geste de bonne volonté. C'était elle, Marcel. Elle a renoncé à quelque chose d'extrêmement précieux pour que je puisse avoir accès à ce médicament. » À ce moment, Gérard Lafont émergea de l'ombre du bar du château, un sourire satisfait sur son visage. « Ah, quelle scène touchante !» commenta-t-il avec une fausse sympathie. « La vérité qui éclate enfin. » Mais Madame Clémence l'ignora complètement, ses yeux fixés sur Élise. J'ai découvert la vérité des semaines plus tard, quand l'un des médecins a laissé échapper quelque chose à propos du prix de recherche. 1 million d'euros, n'est-ce pas? L'argent que vous aviez gagné avec tant d'efforts, qui aurait réalisé votre rêve de développer de nouveaux traitements cardiaques. Marcel sentit ses jambes faiblir, devant s'appuyer à la rampe de l'escalier. La tache de café sur sa chemise, qui l'avait tant irrité le matin, semblait maintenant absolument insignifiante face à l'ampleur de ce qu'il découvrait. « Pourquoi ?» parvint-il à demander, sa voix rauque. « Pourquoi faire cela pour quelqu'un que vous connaissiez à peine ?» Élise leva finalement les yeux, rencontrant le regard de Marcel. « Parce que j'ai vu la façon dont vous teniez sa main chaque soir, murmurant des paroles d'encouragement quand vous pensiez que personne ne regardait. Parce que j'ai été témoin de l'amour entre vous deux, et à ce moment-là, l'argent semblait un petit prix à payer pour la chance de maintenir cette famille unie. » Les larmes coulaient maintenant librement sur le visage de Madame Clémence, tandis que le personnel du château assistait à la scène dans un silence respectueux. La pluie dehors intensifiait sa force, ses gouttes lourdes frappant contre les fenêtres comme un accompagnement dramatique à ce moment de révélation. L'orage qui s'abattait sur Chamonix semblait refléter la tempête émotionnelle qui se déroulait à l'intérieur du château des Magnolias. Marcel restait immobile, son monde s'écroulant face à la révélation du sacrifice d'Élise. Chaque moment d'arrogance, chaque ordre abrupt qu'il avait donné ce matin pesait maintenant sur sa conscience comme du plomb. « Cela change tout, n'est-ce pas, Duvernois ?» La voix de Gérard trancha le silence comme un rasoir. Le grand entrepreneur qui a bâti son empire seul, découvrant qu'il doit le pilier de tout, la vie de sa mère, à une simple infirmière. « Taisez-vous, Gérard !» intervint Madame Clémence avec une autorité qui fit sursauter tout le monde. « Vous n'avez pas le droit de transformer ce moment en l'un de vos jeux mesquins. » Mais Gérard se contenta de sourire, marchant dans le hall comme s'il en était le propriétaire. « Jeux mesquins ? Ma chère madame, je ne fais que mettre en lumière des vérités longtemps enterrées. Par exemple, saviez-vous que votre belle-fille, Camille, était au courant de tout cela ?» La mention du nom de Camille fit Marcel redresser brusquement la tête. Son ex-épouse, qu'il avait quittée il y a 4 ans, avait toujours insisté sur le fait que quelque chose n'allait pas dans l'histoire du traitement de sa mère, mais il n'avait jamais voulu l'écouter. Lucie, la chef, fit un pas en avant,
ne pouvant plus se contenir. « Camille l'a découvert par moi », confessa-t-elle, sa voix tremblante. « Elle m'a surprise en train de pleurer dans la cuisine de l'hôpital un jour, après avoir vu Élise signer les papiers qui transféraient le prix pour le paiement du traitement. » Le visage de Marcel pâlit encore davantage. « Toi aussi, tu savais, Lucie, tout ce temps ?» Nous savions tous. Sophie, son assistante, intervint doucement. « Tous sauf vous, monsieur. Camille a essayé de vous le dire plusieurs fois, mais vous étiez tellement concentré sur l'expansion du réseau de châteaux, tellement déterminé à prouver votre valeur. » « Quelle ironie !» commenta Gérard, savourant chaque mot. L'homme, qui se vante de contrôler chaque détail de ses affaires, n'a pas remarqué la vérité qui se trouvait juste sous son nez. Élise, qui était restée silencieuse pendant tout ce temps, prit enfin la parole. « Je ne l'ai pas fait en attendant une reconnaissance ou de la gratitude, et certainement pas pour que cela se transforme en une arme contre qui que ce soit. » « Non. » Gérard haussa un sourcil. « Alors pourquoi revenir maintenant, après 6 ans? Pourquoi accepter un emploi juste au château de l'homme qui n'a même pas remarqué votre sacrifice ?» La question plana dans l'air, lourde comme les nuages d'orage dehors. Madame Clémence s'approcha d'Élise, prenant ses mains entre les siennes. « Mon ange, vous n'avez pas besoin de répondre. Certains choix sont trop sacrés pour être expliqués. » Mais Élise releva le menton, affrontant le regard inquisiteur de Gérard. « Je suis revenu parce que j'avais besoin de savoir si cela en avait valu la peine, si le sacrifice que j'ai fait avait vraiment fait la différence que j'espérais. Et c'est le cas. » La voix de Marcel était rauque, presque méconnaissable. « Regardez. Votre mère, monsieur Duvernois, » répondit Élise, ses yeux rencontrant les siens. « Elle est ici, forte et en bonne santé. Quant au reste, elle fit une pause significative. Eh bien, cela dépend de ce que chacun choisit de faire avec les secondes chances que la vie offre. » Sophie essuya discrètement une larme, se souvenant de toutes les fois où elle avait vu Camille essayer d'aborder le sujet avec Marcel, seulement pour être congédiée d'un geste impatient, de comment son ex-épouse avait finalement abandonné, déclarant qu'elle ne pouvait plus vivre avec quelqu'un qui refusait de voir au-delà de ses propres ambitions. La pluie commençait à diminuer dehors, mais la tension à l'intérieur du château demeurait dense. Gérard observait la scène avec une lueur calculatrice dans les yeux, comme si chaque révélation était une pièce s'adaptant à son plan plus vaste. Le crépuscule commençait à teinter le ciel de Chamonix quand Camille Dubois-Duvernois franchit les portes du château des Magnolias. Son visage délicat, encadré par des cheveux prématurément gris, manifestait la même élégance discrète de toujours, mais il y avait une détermination nouvelle dans ses pas. « Je savais que je vous trouverais ici, » dit-elle, s'adressant directement à Élise. « Quand Lucie m'a appelé ce matin, j'ai eu du mal à y croire. » Marcel observa son ex-épouse s'approcher, remarquant pour la première fois les petits changements que 4 années avaient apportés. Elle semblait plus légère, plus sûre, d'elle comme si la fin du mariage avait libéré quelque chose en elle. « Tu as essayé de me le dire, » murmura-t-il, la compréhension le frappant enfin de plein fouet. « Toutes ces fois où tu insistais sur le fait que nous devions parler du traitement de maman ?»« Oui, mon cher, » répondit doucement Camille. « Mais tu étais tellement occupé à construire ton empire que tu ne pouvais pas voir ce qui était juste devant toi. Pas seulement à propos d'Élise, mais aussi à propos de nous. » Gérard Lafont, qui observait la scène avec un intérêt croissant, laissa échapper un rire sans humour. Comme c'est touchant, la famille entière réunie à nouveau grâce à notre héroïne silencieuse. « Ça suffit, Gérard. » La voix de Madame Clémence tonna. « Vous avez causé suffisamment de dégâts pour aujourd'hui. » Mais l'homme d'affaires ne se laissa pas intimider. Au contraire, son sourire ne fit que s'élargir. « Des dégâts. Je dirais que je rends service en mettant au jour des vérités longtemps enterrées. Par exemple, saviez-vous que notre chère Élise a refusé des offres d'emploi dans des hôpitaux renommés en Europe après avoir renoncé au prix? » Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Comment savait-il cela? 3 propositions, pour être exact, poursuivit Gérard, savourant chaque mot. Une à Paris, une autre à Londres et une 3e à Berlin, toutes refusées parce qu'elle devait s'occuper de sa mère malade dans une petite ville de province. La même mère qui est partie quelques mois plus tard, la laissant complètement seule. « Arrêtez !» s'exclama Élise, sa voix brisée. « Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits !» rétorqua Gérard, son ton maintenant plus dur. « Parce
que pendant que vous sacrifiez tout pour des étrangers, Marcel ici présent développait ses affaires, achetant des propriétés qui auraient dû être les miennes. Le château à Courchevel, le resort à Biarritz, tout basé sur le prestige que le rétablissement miraculeux de sa mère a apporté au nom d'Uvernois. Lucie, qui connaissait bien toute l'histoire, ne put se contenir davantage. « C'est pour ça que vous faites ça, Gérard? À cause de propriété? À cause de justice ?» explosa-t-il, laissant tomber le masque de civilité. Pendant qu'elle, il désigna Élise, renonçait à tout pour de nobles idéaux. Je perdais des affaires au profit d'un homme qui n'a aucune idée de la véritable valeur du sacrifice d'autrui. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcel regardait tour à tour Élise et Gérard, son esprit traitant chaque nouvelle révélation comme des coups successifs. La présence de Camille, la connaissance de sa mère, les opportunités perdues d'Élise, tout s'assemblait en un puzzle douloureux d'illusions et d'arrogance. « Que veux-tu, Gérard ?» demanda finalement Marcel, sa voix empreinte d'une humilité que personne n'avait jamais vue chez lui. « Ce que je veux ?» Gérard sourit, mais c'était un sourire froid, calculateur. « Je veux que tu ressentes dans ta chair ce que c'est que de perdre quelque chose auquel tu tiens. Je veux que chaque client de ce château sache que ton succès a été construit. Sur le sacrifice d'une jeune infirmière, je veux voir ton empire s'effondrer pièce par pièce jusqu'à ce que tu comprennes la véritable signification du mot « perte ». Le dîner au château des Magnolias était servi, mais aucun des présents ne parvenait à penser à la nourriture. Lucie avait préparé un menu spécial, comme elle le faisait toujours lorsque Madame Clémence visitait, mais les plats restaient intacts sur la table élégamment dressée dans le restaurant principal. « Tu ne peux pas simplement détruire tout, ce que nous avons construit, » dit Marcel à Gérard, sa voix contenue malgré la colère qui bouillonnait en lui. « Il y a des centaines d'employés qui dépendent de ces châteaux. »« Ah, maintenant tu te soucies des autres ?» rétorqua Gérard, faisant tourner son verre de vin rouge. « Intéressant comme la perspective de tout perdre éveille notre humanité, n'est-ce pas ?» Camille, qui était restée silencieuse en observant la scène, se manifesta enfin. « Tu commets la même erreur que Marcel, Gérard. Tu es tellement obsédé par la vengeance que tu ne vois pas le mal que tu causes. »« Vengeance, Gérard ?» Ris sans humour. Appelle ça justice poétique. Chaque propriété qu'il m'a prise, chaque affaire qu'il a conclue en utilisant l'influence du nom d'Uvernois, tout basé sur un mensonge. Ce n'était pas un mensonge. La voix d'Élise résonna, fermement surprenant tout le monde. Le traitement a fonctionné, Madame Clémence s'est rétablie. C'est ce qui compte. Mais à quel prix ? Insista Gérard, se penchant en avant. Vous avez abandonné vos recherches sur des traitements cardiaques innovants. Savez-vous combien de vies auraient pu être sauvées si vous aviez poursuivi votre travail? Le coup atteignit Élise de plein fouet. C'était une question qui la tourmentait durant ses nuits d'insomnie, quand elle se permettait de remettre en question ses choix. Sophie, qui connaissait bien le poids des décisions difficiles, s'approcha discrètement d'Élise, lui offrant un soutien silencieux. « J'ai promis à ma mère, » commença Élise, sa voix tremblant légèrement, avant qu'elle ne parte, que je n'abandonnerai jamais ceux qui ont besoin d'aide, même si cela signifiait sacrifier mes propres rêves. Quand j'ai vu Madame Clémence dans cet hôpital, quand j'ai été témoin de l'amour de cette famille... « Amour ?» interrompit Gérard avec dédain. Le même amour qui a fait que Marcel a ignoré les avertissements de Camille. Le même amour qui l'a poussé à transformer la gratitude de sa mère en un outil de marketing pour ses châteaux. Ça suffit. La voix de Lucie trancha l'air comme un couteau. Tous se tournèrent, surpris par l'explosion de la chef habituellement si réservée. Vous n'avez pas le droit de juger les sacrifices de quiconque, Gérard. J'étais là. J'ai vu chaque moment, chaque décision. J'ai vu Élise passer des nuits blanches à étudier le cas, à rechercher des alternatives. J'ai vu Camille essayer désespérément d'ouvrir les yeux de son mari. J'ai vu Madame Clémence se rétablir jour après jour, sans savoir qu'elle devait sa vie non seulement à la médecine, mais au cœur généreux d'une jeune infirmière. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcel regardait son assiette intacte, chaque mot de Lucie comme une aiguille dans sa conscience. À ses côtés, Madame Clémence tenait la main d'Élise, ses yeux embués de larmes contenues. « Tu sais ce qui est ironique ?» commenta doucement Camille. « Toutes ces années,
Tu as construit tes châteaux avec le slogan « Où chaque client, famille ». Mais quand as-tu vraiment traité ta propre famille de cette façon, Marcel? La question plana dans l'air comme un nuage lourd. Le personnel qui servait le dîner se déplaçait discrètement, essayant de se rendre invisible face à la tension palpable. Dehors, les lumières du jardin du château commençaient à s'allumer, créant un contraste surréaliste avec le drame qui se déroulait à l'intérieur. La nuit avançait sur le château des Magnolias, et avec elle, une sensation que quelque chose de fondamental était sur le point de changer. Les clients s'étaient déjà retirés dans leur chambre, laissant le restaurant plongé dans un silence chargé de vérités non dites. « Tu as raison, Camille », finit par dire Marcel, sa voix portant un poids qui surprit tout le monde. « J'ai passé tellement de temps à me soucier de construire un empire que j'ai oublié le véritable sens de la famille. Il n'est jamais trop tard pour changer cela, » dit doucement Madame Clémence, mais Gérard laissa échapper un rire sec. « Changer. Après tout, tu crois que quelques belles paroles peuvent effacer des années d'arrogance et d'ingratitude ?» C'est alors que Sophie, qui était jusque-là restée en retrait, fit un pas en avant. Dans ses mains, elle tenait un dossier que tous connaissaient bien, le rapport financier trimestriel du réseau de châteaux. « Monsieur Lafont, » commença-t-elle, sa voix étonnamment ferme, « vous n'êtes pas le seul à avoir fait vos devoirs. Pendant que vous enquêtiez sur le passé d'Élise, vous n'avez pas remarqué que nous enquêtions aussi sur le vôtre. » Gérard pâlit légèrement. « De quoi parlez-vous ? Les propriétés que vous dites que Marcel vous a volées, ce n'était pas tout à fait comme ça, n'est-ce pas ?» Sophie ouvrit le dossier, révélant une série de documents. « Vous étiez en faillite, Gérard. Chacune de ces propriétés croulait sous les dettes quand elles ont été vendues. »« C'est ridicule. » Gérard se leva brusquement, mais Lucie intervint. « Non, ce ne l'est pas. Je travaillais au Resort de Biarritz avant de venir ici. Vous vous souvenez. J'ai vu comment vous traitiez vos employés, comment vous réduisiez les coûts aux dépens de la sécurité et du bien-être de tous. » Élise observait la scène avec une compréhension croissante. « Alors ce n'est pas une question de justice, mais d'orgueil blessé. »« Vous ne comprenez pas, » siffla Gérard, sa façade de civilité s'effondrant enfin. « J'ai construit cet empire à partir de rien, tout comme vous, Duvernois. Mais alors que vous avez eu votre salut miraculeux pour booster votre réputation, vous avez choisi la voie la plus facile, » acheva doucement Camille. « Réduire les coûts, exploiter les employés, ignorer les réglementations. Et maintenant vous voulez blâmer Marcel et Élise pour vos propres échecs. » Le silence qui suivit fut interrompu par le bruit léger de Madame Clémence se levant. Avec une dignité que seules les années peuvent conférer, elle s'avança jusqu'à se retrouver face à face avec Gérard. « Savez-vous quelle a été la plus grande leçon que j'ai apprise durant ma maladie? Que parfois nous devons tout perdre pour trouver ce qui compte vraiment. » Marcel observait sa mère avec des yeux humides, se souvenant de chaque moment où elle avait essayé de lui dire exactement cela, seulement pour être ignorée en faveur d'une réunion d'affaires de plus, une acquisition de plus, un projet d'expansion de plus. « Que voulez-vous vraiment, Élise ?» demanda-t-il soudainement, se tournant vers la jeune femme qui avait tant sacrifié pour sa famille. La question prit Élise par surprise. Pendant un moment, elle resta silencieuse, comme si elle ne s'était jamais vraiment permis d'y penser. « Je veux continuer à faire la différence, » répondit-elle finalement. « Mes recherches sur les traitements cardiaques, peut-être qu'elles n'ont pas besoin d'être seulement un rêve du passé. » Lucie sourit, se souvenant de quelque chose. « L'aile médicale que tu prévoyais de construire au château de Mégève, Marcel, ce projet qui est en suspens depuis des mois. » Les yeux de Marcel s'illuminèrent d'une compréhension soudaine. Pour la première fois de la soirée, un sourire sincère commença à se former sur ses lèvres. L'horloge du château des Magnolias marquait presque minuit lorsque Marcel se leva brusquement de sa chaise, une lueur déterminée dans ses yeux que personne n'avait vue depuis des années. « Sophie, » appela-t-il son assistante, « apporte les projets de l'aile médicale de Mégève. Tous. » Gérard observait la scène avec une méfiance croissante, réalisant qu'il perdait rapidement le contrôle de la situation qu'il avait si méticuleusement planifiée. « Qu'as-tu l'intention de faire, Duvernois ?» questionna-t-il, essayant de maintenir un ton de supériorité, mais sa voix trahissait un léger tremblement d'incertitude. Marcel ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il se tourna vers Élise. « Vous avez dit que vous vouliez continuer à faire la différence
Et si je vous offrais non seulement la chance de reprendre vos recherches, mais de les développer? Camille sourit, reconnaissant dans les yeux de son ex-mari cette même détermination qui l'avait fait tomber amoureuse de lui des années auparavant. Tu penses à transformer l'aile médicale en un centre de recherche? Plus que ça, répondit Marcel, tandis que Sophie revenait avec un épais dossier rempli de plans et de documents. Un centre de traitement et de recherche cardiaque intégré au château. Un endroit où les gens peuvent se rétablir avec dignité, entourés de leur famille, dans un environnement qui unit soins médicaux de pointe et confort que nos châteaux offrent. Lucie laissa échapper une exclamation de surprise. Comme un spa médical? Non, intervint Élise, comprenant la vision de Marcel. Bien plus que ça, un lieu où la recherche médicale et le bien-être du patient vont de pair, où les familles peuvent rester proches pendant les traitements longs, sans l'environnement froid et impersonnel d'un hôpital traditionnel. Madame Clémence observait l'interaction avec des larmes dans les yeux, se rappelant ses propres jours d'hospitalisation, de comment la présence constante de la famille avait été fondamentale pour sa guérison. Et les coups, tenta une fois de plus Gérard, sa voix chargée de venin. Tout le monde n'a pas 1 million d'euros à investir dans des traitements expérimentaux. C'est alors que Sophie, toujours efficace, présenta un autre document. En fait, monsieur, les chiffres montrent qu'en combinant la structure existante du château avec un centre médical spécialisé, nous pouvons réduire significativement les coûts opérationnels, sans mentionner les possibilités de partenariat avec des institutions de recherche et des programmes gouvernementaux. Camille s'approcha de la table où les plans étaient étalés, ses yeux brillants d'un intérêt renouvelé. L'emplacement est parfait, le climat de Megève, la tranquillité de la région. Et avec votre expérience en recherche cardiaque, dit Marcel à Élise, nous pourrions développer des protocoles de traitement qui combinent médecine avancée et soins humanisés. Élise sentait son cœur s'accélérer face aux possibilités. 6 ans auparavant, elle avait renoncé à son rêve pour sauver une vie. Maintenant, ce même sacrifice pourrait ouvrir des portes pour en sauver beaucoup d'autres. Ça ne marchera pas, explosa Gérard, se levant brusquement. Vous vivez dans un fantasme. Vous croyez que vous pouvez simplement effacer le passé avec des promesses grandioses? Non, Gérard, répondit sereinement Madame Clémence. Nous n'effaçons pas le passé. Nous en tirons des leçons, transformant les erreurs en opportunités, la douleur en espoir. Le silence qui suivit fut brisé par le bruit doux de la pluie qui recommençait à tomber dehors. Lucie s'approcha d'Élise, posant une main douce sur son épaule. « Vous avez toujours dit que votre plus grand rêve était d'unir la recherche scientifique avec un traitement plus humain, » commenta doucement la chef. « Peut-être que l'univers a une façon particulière de réaliser nos souhaits, même quand nous pensons les avoir perdus à jamais. » L'aube trouva le château des Magnolias dans un silence contemplatif. Les premiers rayons de soleil pénétraient par les fenêtres du bureau de Marcel, où il avait passé toute la nuit penché sur des projets et des tableaux, aux côtés de Sophie et d'Élise. « C'est incroyable », murmurait Élise, analysant les possibilités qui se dessinaient devant elle. « Avec cette structure, nous pourrions non seulement poursuivre les recherches que j'avais commencées, mais les étendre à de nouveaux domaines de traitement. » Sophie, qui avait préparé une présentation détaillée durant la nuit, pointait vers les chiffres projetés sur l'écran de son ordinateur portable. Les investisseurs, qui ont déjà manifesté un intérêt pour l'expansion du réseau, seraient encore plus attirés par un projet innovant comme celui-ci. Marcel observait les deux femmes travailler, ressentant un mélange d'admiration et de regret. Combien d'autres opportunités de faire la différence avait-il manqué dans sa quête aveugle de succès? Au restaurant, Lucie supervisait personnellement la préparation du petit déjeuner, tout en discutant avec Camille. « Tu sais, » commenta la chef goûtant une confiture artisanale, « en toutes ces années à travailler avec Marcel, je ne l'ai jamais vu aussi vivant. C'est comme s'il avait enfin trouvé un but plus grand que simplement développer ses affaires. » Camille sourit, un sourire doux amer. « Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour valoriser ce qui compte vraiment. » Gérard, qui avait passé la nuit dans sa chambre au château, descendit pour le petit déjeuner avec des cernes profonds et une expression défaite. En le voyant, Madame Clémence fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle l'invita à s'asseoir à sa table. « Pourquoi » demanda-t-il, véritablement confus. « Parce que, répondit-elle avec la sagesse des années,
Vous aussi êtes perdu, Gérard, tout comme mon fils l'était. La différence est qu'il a finalement trouvé son chemin de retour. Dans le bureau, Élise présentait sa vision pour le centre de recherche. Nous pourrions avoir des ailes spécifiques pour différents types de traitements, mais toutes connectées par des espaces communs où les familles peuvent se réunir. Des jardins thérapeutiques, des espaces pour la méditation. Et l'expérience hôtelière du réseau pourrait garantir le confort tant des patients que des accompagnants, compléta Sophie, prenant déjà des notes. C'est alors que Marcel fit quelque chose qui laissa tout le monde silencieux. Il ouvrit le tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe jaunie. « J'ai trouvé ceci parmi les affaires de ma mère il y a quelques mois, » dit-il, sa voix émue. « Je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. » À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une lettre, écrite par Élise elle-même 6 ans auparavant, adressée à Madame Clémence. Une lettre qui n'avait jamais été remise. « Chère Madame Clémence, » commença à lire Marcel, ses mains tremblant légèrement. « Quand vous m'avez demandé pourquoi j'ai choisi de vous aider, je n'ai pas pu répondre. Comment expliquer ? Qu'en voyant l'amour de votre famille, j'ai reconnu quelque chose que j'avais perdu. Ma mère disait toujours que nos plus grands sacrifices sont aussi nos plus grandes bénédictions. Aujourd'hui, en signant les papiers qui transfèrent mon prix de recherche pour votre traitement, je ne sens pas que je perds quelque chose. Je sens que j'honore l'héritage d'amour que ma mère m'a laissé. » Élise ne put contenir ses larmes. Cette lettre avait été écrite dans un moment de vulnérabilité, quand elle avait besoin d'exprimer ses sentiments sur papier, même sans l'intention de les partager. « Pourquoi ne l'avez-vous jamais remise ?» demanda doucement Marcel. « Parce que, répondit-elle, essuyant ses yeux, certaines vérités sont mieux gardées dans le cœur, ou du moins, c'est ce que je pensais à l'époque. » La matinée avançait au château des Magnolias, et avec elle, une énergie différente commençait à imprégner les lieux. Les employés qui auparavant se déplaçaient avec précaution autour de Marcel remarquaient maintenant un changement subtil dans son comportement. L'homme qui avait toujours exigé la perfection avec froideur semblait maintenant voir pour la première fois les personnes derrière les fonctions. Dans la cuisine, Lucie organisait son équipe pour le déjeuner quand Marcel entra, chose qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Lucie !» appela-t-il, faisant se retourner la chef surprise. « Je dois te présenter mes excuses. » La cuisine entière s'arrêta. Le bruit des casseroles et le murmure des conversations cessèrent complètement. « Pendant tant d'années, tu as essayé de me montrer ce qui se passait. Pas seulement avec ma mère, mais avec tout ce qui m'entourait, et j'étais trop occupé à compter les profits pour écouter. » Lucie posa la cuillère qu'elle tenait, ses yeux s'embuant. « Monsieur Duvernois. »« Marcel, » corrigea-t-il doucement. « Je pense qu'après tant d'histoires, tu as gagné le droit de m'appeler par mon prénom. » Dans le hall, Camille discutait avec Sophie des documents nécessaires pour lancer le projet du centre médical quand Gérard s'approcha, son attitude différente de celle de l'homme arrogant de la veille. « Je dois confesser quelque chose, » dit-il, sa voix basse. « Ce n'étaient pas seulement les propriétés qui m'ont fait agir ainsi, c'était de la jalousie. »« De la jalousie ?» demanda Camille, haussant un sourcil. « De ce que Marcel a construit. Pas seulement l'empire hôtelier, mais ceci, il fit un geste autour de lui, la loyauté des gens. Même quand il avait tort, il y avait ceux qui croyaient qu'il pouvait être meilleur. » Sophie, qui pendant des années avait été témoin silencieux de tant de moments, parla enfin. « Vous savez, monsieur Lafont, il n'est jamais trop tard pour recommencer. Vous aussi avez des talents uniques. Peut-être aviez-vous seulement besoin de trouver un but plus élevé pour eux. » Dans le jardin du château, Élise marchait avec Madame Clémence, admirant les fleurs qui commençaient à s'épanouir après la pluie de la nuit précédente. « Quand mon fils est né, » commença Madame Clémence, sa voix chargée de souvenirs, « le médecin a dit qu'il avait un souffle au cœur, rien de grave, mais suffisant pour qu'une mère s'inquiète éternellement. Peut-être est-ce pour cela qu'il a grandi avec ce besoin de prouver qu'il était fort, qu'il pouvait conquérir le monde. » Élise s'arrêta devant un parterre d'orchidées. « C'est incroyable comme nos peurs d'enfance façonnent qui nous devenons. »« Oui, » acquiesça la dame, « mais c'est aussi incroyable comme l'amour peut nous transformer. Votre sacrifice n'a pas seulement sauvé ma vie, Élise. Il sauve l'âme de mon fils. » Dans le bureau, Marcel revoyait les derniers détails du projet avec une équipe d'architectes que Sophie avait convoquée d'urgence.
les plans du château de Megève prenaient vie avec les modifications proposées par Élise, transformant des chambres luxueuses en espaces de guérison et d'espoir. « Nous aurons besoin d'une équipe multidisciplinaire », commentait-il, prenant des notes. « Médecins, infirmiers, kinésithérapeutes. Mais nous voulons aussi maintenir l'essence d'hospitalité qui a toujours été notre marque. » C'est alors que Lucie entra dans le bureau, portant un plateau avec du café et des biscuits frais. Mais ce n'était pas tout ce qu'elle apportait. « J'ai trouvé ceci dans les anciennes archives de la cuisine », dit-elle, posant sur la table un album de photos poussiéreux. Ce sont des photos de l'époque où le château des Magnolias n'était qu'une petite auberge familiale, avant de devenir un réseau. Les images montraient des moments précieux. Marcel, enfant, aidant sa mère à servir le petit déjeuner aux clients, son père accueillant des familles avec un sourire sincère, des célébrations où personnel et clients se mélangeaient comme une grande famille. « C'est ce que nous faisions de mieux », commenta Madame Clémence, étant entrée silencieusement avec Élise. Non pas simplement héberger des gens, mais accueillir des cœurs. La fin de l'après-midi amena avec elle une réunion improvisée dans le jardin d'hiver du château des Magnolias. Des chaises furent disposées en cercle, et pour la première fois depuis des années, les hiérarchies furent oubliées tandis que tous s'asseyaient ensemble pour discuter de l'avenir. Le projet du centre médical n'est que le début, expliquait Marcel, son enthousiasme contaminant tout le monde. Chacun de nos châteaux peut se spécialiser dans différents aspects du soin aux personnes. Camille, qui était restée pour participer à la réunion, ne put s'empêcher de sourire en voyant l'éclat dans les yeux de son ex-mari. C'était le même éclat qu'il avait lorsqu'il avait commencé sa première entreprise, mais maintenant, il y avait quelque chose de plus, de la compassion. Nous pourrions créer des programmes d'accueil pour les familles de patients en traitement, suggéra Sophie, ses doigts agiles prenant des notes sur sa tablette. Des tarifs spéciaux, un soutien psychologique, des activités pour les enfants et des ateliers sur l'alimentation saine, ajouta Lucie, visualisant déjà les possibilités. Je peux développer des menus spécifiques pour différents types de traitements, tout en maintenant la saveur et le confort que la bonne nourriture procure. Gérard, qui étonnamment avait été invité à rester, observait tout avec une expression pensive. Quand il parla finalement, sa voix était dépourvue de l'amertume habituelle. Vous aurez besoin de quelqu'un ayant de l'expérience en gestion de crise et en redressement d'entreprise. Tous se tournèrent vers lui surpris. Marcel en particulier étudia son ancien rival avec un intérêt renouvelé. « Tu offres tes services, Gérard ?»« Disons que, répondit-il, un demi-sourire se formant sur ses lèvres. J'ai appris quelques leçons précieuses sur la façon de ne pas gérer une entreprise. Et peut-être est-il temps d'utiliser cette connaissance pour quelque chose de positif. » Élise, qui jusqu'alors observait l'interaction en silence, sentit quelque chose changer dans l'atmosphère. C'était comme si une dernière pièce d'un puzzle complexe trouvait enfin sa place. « Vous savez, commenta-t-elle, quand j'ai décidé de revenir et d'accepter l'emploi ici, j'étais certaine que c'était pour trouver une conclusion à mon passé. Mais maintenant, je réalise que c'était pour ouvrir des portes vers l'avenir. » Madame Clémence prit la main d'Élise entre les siennes, ses yeux brillants de sagesse. « Parfois, ma chère, l'univers nous place exactement où nous devons être. Même si nous ne le comprenons pas sur le moment. » Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées qui se reflétaient dans les fenêtres du château. Lucie avait préparé du thé et des amuse-gueules, et l'atmosphère informelle permettait aux anciennes barrières de continuer à se dissoudre. « Marcel, » appela doucement Camille, « tu te souviens de cette phrase que ton père répétait toujours ?» Il sourit, se rappelant. « Un toit peut abriter des corps, mais il faut de l'amour pour abriter des âmes. »« Exactement, » répondit-elle. « Je crois que j'ai finalement compris ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas à propos des bâtiments que nous construisons, mais des liens que nous créons. » Sophie, toujours pratique, organisait déjà un agenda de réunions avec des investisseurs et des spécialistes du domaine médical. Mais il y avait quelque chose de différent dans son efficacité habituelle, une touche d'enthousiasme qui allait au-delà de la simple exécution de tâches. « Vous savez, » commenta-t-elle regardant ses papiers, « en toutes ces années à travailler ici, je ne me suis jamais sentie aussi partie de quelque chose de plus grand. » Le commentaire toucha Marcel profondément. Combien de fois avait-il vu Sophie simplement comme une extension de sa propre ambition, ignorant
Son humanité, ses contributions qui allaient bien au-delà du professionnel. Une semaine s'était écoulée depuis la nuit des révélations au château des Magnolias. L'automne peignait les montagnes de Chamonix de teintes dorées, tandis qu'une énergie renouvelée pulsait dans les couloirs du château. La nouvelle de la transformation de la propriété de Megève en un centre médical intégré circulait déjà parmi le personnel, générant une vague d'enthousiasme et de détermination. Ce matin-là, Élise était en visioconférence avec une équipe de médecins-chercheurs, ses anciens collègues de l'hôpital Saint-Louis. La salle de réunion du château avait été transformée en un centre de commande temporaire pour le projet. « C'est incroyable, Élise », commenta Dr Richard, son ancien mentor, à travers l'écran. « Tu as réussi non seulement à reprendre tes recherches, mais à les développer d'une façon que nous n'avions jamais imaginée possible. » Elle sourit, ressentant un mélange de gratitude et d'accomplissement. Parfois, Dr Richard, les détours dans notre chemin nous mènent exactement là où nous devions arriver. À l'extérieur de la salle, Marcel observait l'interaction avec une fierté silencieuse. Sophie s'approcha avec un dossier de documents. « Les investisseurs sont impressionnés », rapporta-t-elle. « La combinaison de soins médicaux de pointe, avec l'hospitalité qui est déjà notre marque de fabrique, c'est unique sur le marché. » « Il ne s'agit pas du marché, Sophie, » répondit doucement Marcel. « Il s'agit de faire la différence dans la vie des gens. Quelque chose que j'ai mis trop de temps à comprendre. » Dans la cuisine, Lucie travaillait sur de nouveaux menus avec son équipe, développant des plats qui alliaient saveur et propriétés thérapeutiques. Camille, qui avait décidé de prolonger son séjour pour aider au projet, goûtait une soupe spéciale. « Lucie, c'est extraordinaire », complimenta-t-elle. « Comment as-tu réussi à conserver une saveur si riche en utilisant uniquement des ingrédients fonctionnels ?» La chef sourit, une lueur de satisfaction dans ses yeux. « J'ai appris auprès de ta belle-mère que la nourriture n'est pas seulement nutrition. C'est mémoire, c'est réconfort, c'est guérison. » Madame Clémence, qui fréquentait davantage le château depuis les récents événements, entra dans la cuisine à ce moment. « Et en parlant de guérison, commenta-t-elle, vous ne croirez jamais qui vient d'arriver. » Tous se tournèrent pour voir Gérard Lafont entrer, mais pas le Gérard arrogant et amer des dernières rencontres. Ce Gérard semblait différent, plus léger, portant un épais dossier sous le bras. « J'ai apporté quelque chose qui pourrait intéresser le projet, » dit-il, sans son sarcasme habituel. « Durant mes années à gérer des hôtels, j'ai développé un système de gestion intégré qui pourrait être adapté pour inclure le suivi médical des patients. » Lucie et Camille échangèrent des regards surpris, tandis que Sophie, qui venait d'entrer avec Marcel, s'approchait déjà avec un intérêt professionnel. « Gérard, » commença Marcel, « c'est une offre de paix, » compléta Gérard. « Et peut-être une chance de rédemption pour moi aussi. » Le moment fut interrompu par une exclamation enthousiaste venant de la salle de réunion. Élise sortit précipitamment, ses yeux brillants d'excitation. « Vous n'allez pas le croire, » annonça-t-elle. L'Université nationale vient d'approuver un partenariat pour le développement de recherche dans notre centre médical. Ils veulent utiliser notre structure comme projet pilote pour un nouveau modèle de traitement intégré. La nouvelle fut accueillie par des sourires et des accolades. Même les employés qui passèrent dans le couloir s'arrêtèrent pour partager la joie du moment. « Savez-vous ce que cela signifie ?» demanda Sophie, calculant déjà mentalement les implications. Nous pouvons offrir des traitements de pointe à des prix plus accessibles grâce au soutien de l'université. Et plus important, ajouta Madame Clémence, nous pouvons créer un modèle qui pourra être reproduit dans d'autres régions du pays. Le crépuscule arriva au château des Magnolias, apportant avec lui une brise douce qui agitait les rideaux du bureau où Marcel et Camille revoyaient les derniers détails du projet. L'ambiance entre eux avait changé. La tension du divorce cédant la place à une complicité renouvelée, basée sur un objectif commun. « Je n'aurais jamais pensé dire ça », commenta Camille, ajustant ses lunettes de lecture. « Mais je crois que notre fin en tant que couple nous a amenés à un début bien plus significatif en tant que partenaires. » Marcel leva les yeux des documents, un sourire mélancolique sur ses lèvres. « Tu as toujours vu ce que je ne pouvais pas voir, Camille. Si je t'avais écouté plus tôt... » « Non. » l'interrompit-elle doucement. « Chaque chose en son temps. Tu avais besoin de traverser tout cela pour arriver où tu es maintenant. » Dans le jardin, Élise marchait avec Lucie, discutant de l'intégration entre la nutrition thérapeutique
et les traitements médicaux. La chef avait créé un petit jardin d'herbes médicinales, transformant un espace décoratif en quelque chose de fonctionnel et curatif. « Tu sais, » réfléchit Lucie, cueillant quelques brins de romarin, « quand tu es arrivée ici la semaine dernière comme simple serveuse, je n'aurais jamais imaginé que j'assistais au début d'une révolution. » Élise sourit, touchant les feuilles aromatiques. Parfois, les plus grands changements commencent par les gestes les plus simples, comme une tasse de café renversée. À la réception, Sophie organisait une série de réunions avec des architectes et des ingénieurs quand Gérard s'approcha, portant quelques documents supplémentaires. « J'ai trouvé ces rapports dans mes archives », dit-il, sa voix dépourvue de l'ancienne hostilité. « Ce sont des études sur l'adaptation d'espaces hôteliers à des fins thérapeutiques. J'ai fait cette recherche il y a des années, quand je rêvais encore de faire quelque chose de significatif avec mes hôtels. » Sophie accepta les papiers, remarquant que les mains de Gérard tremblaient légèrement. « Vous savez, monsieur Lafont, parfois nos plus grandes déceptions nous préparent à nos plus grandes réalisations. » Madame Clémence, qui observait tout depuis son fauteuil préféré dans le hall, appela Gérard pour s'asseoir à ses côtés. « Vous me rappelez beaucoup mon Marcel, » commenta-t-elle doucement. « La même détermination, le même désir de prouver votre valeur. Mais savez-vous quelle a été la plus grande leçon que ma maladie m'a enseignée? Que notre véritable valeur n'est pas dans ce que nous construisons, mais dans la façon dont nous touchons la vie des autres. » Au restaurant, les derniers clients de la journée savouraient le dîner spécialement préparé par Lucie. Parmi eux se trouvait un couple de personnes âgées qui attira l'attention de tous. Le monsieur, visiblement affaibli, était aidé par son épouse avec un soin et un amour qui émouvaient ceux qui les voyaient. Marcel, passant par là à ce moment, s'arrêta pour observer la scène. Il se rappela combien de fois il avait ignoré des histoires comme celle-ci, préoccupé uniquement par les chiffres et les statistiques. Maintenant, chaque client représentait une opportunité de faire la différence. Monsieur Duvernois l'avoua. Délise le ramena au présent. Elle se tenait à ses côtés, observant également le couple. « Je viens de recevoir un appel intéressant. L'hôpital américain de Paris veut connaître notre projet. Ils sont intéressés à établir un partenariat. » Le visage de Marcel s'illumina, non pas pour le prestige qu'un tel partenariat apporterait, mais pour la possibilité d'étendre encore davantage la portée de son nouveau but. « Tu sais, Élise, » dit-il, sa voix chargée d'émotion, « quand tu as refusé de nettoyer ce café sur ma chemise, c'était comme si quelque chose en moi commençait à s'éveiller. Comme si toutes les murailles que j'avais construites au fil des ans commençaient à s'effondrer. Un mois s'était écoulé depuis l'incident du café renversé, et le château des Magnolias respirait une atmosphère complètement différente. L'automne était à son apogée, et les montagnes de Chamonix offraient un spectacle de couleurs qui semblait célébrer les changements survenus non seulement au château, mais chez tous ceux qui faisaient partie de cette histoire. En ce matin particulier, le salon principal avait été transformé pour accueillir une réunion spéciale. Des représentants de l'hôpital américain de Paris, de l'Université nationale et divers spécialistes de la santé se réunissaient pour la présentation officielle du projet du centre médical intégré. Élise, vêtue d'un tailleur discret, mais élégant bien différent de l'uniforme de serveuse qu'elle portait à son premier jour, se préparait à diriger la présentation. À ses côtés, Marcel ajustait le projecteur, une tâche qu'il aurait auparavant déléguée à n'importe quelle employée, nerveuse, demanda-t-il, remarquant comment elle réarrangeait sans cesse ses papiers. « Un peu, » admit-elle avec un sourire. « Il y a 6 ans, j'étais sur le point de présenter ma recherche pour obtenir ce prix. Maintenant, je suis ici, sur le point de présenter quelque chose de bien plus grand que n'importe quel rêve que j'avais à cette époque. » Lucie entra dans le salon, portant un plateau avec du café. Pas n'importe quel café, mais un mélange spécial qu'elle avait créé pour l'occasion, aux propriétés naturellement apaisantes. « J'ai pensé que tout le monde pourrait en avoir besoin, » dit-elle, faisant un clin d'œil à Élise. « Et ne t'inquiète pas, cette fois, nous avons veillé à ce qu'aucune tasse ne soit renversée. » Le commentaire arracha des rires à tous les présents, y compris Marcel, qui pouvait maintenant voir l'humour dans une situation qui l'aurait auparavant mise en colère. Gérard, qui était devenu une présence constante aux réunions de planification, entra accompagné de Sophie.
Tous deux portèrent des dossiers contenant des études de faisabilité et des projections financières qu'ils avaient développées ensemble ces dernières semaines. « Je n'aurais jamais pensé dire cela », commenta Gérard à voix basse à Sophie, « mais travailler sur quelque chose qui peut vraiment faire la différence dans la vie des gens. C'est plus gratifiant que n'importe quel profit que j'ai jamais obtenu. » Camille, qui avait décidé de retarder son retour à Paris pour aider au projet, observait l'activité avec un sourire serein. À ses côtés, Madame Clémence tenait sa main avec affection. « Tu sais, ma chère, » commenta la dame, « j'ai toujours su que mon fils avait bon cœur. Il avait juste besoin d'un petit coup de pouce du destin, ou plutôt d'une tasse de café renversée. » Les invités commencèrent à arriver, et bientôt le salon fut rempli de voix animées et d'attentes positives. Dr Richard, l'ancien mentor d'Élise, fut l'un des premiers à s'installer au premier rang. « Quand tu as quitté l'hôpital, il y a 6 ans, commenta-t-il avec elle. J'ai été dévasté de perdre une chercheuse si prometteuse, mais maintenant je vois que l'univers avait de plus grands plans. » La présentation commença avec Marcel faisant une introduction surprenante. « Il y a un mois, j'étais un homme différent, quelqu'un qui mesurait le succès uniquement en chiffres et en propriété. Il a fallu qu'une jeune femme courageuse me confronte, refusant de nettoyer un café renversé, pour que je commence à voir ce qui compte vraiment. » Il fit une pause, ses yeux rencontrant ceux d'Élise. « Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement ici pour présenter un projet de centre médical. Nous sommes ici pour montrer comment l'union entre science et humanité, entre soins médicaux et accueil familial, peut transformer la façon dont nous traitons non seulement les maladies, mais les personnes. » L'audience écoutait dans un silence respectueux, beaucoup hochant la tête en accord. Quand Élise prit le relais pour la présentation, sa voix était ferme et claire. « Il y a 6 ans, j'avais un rêve de révolutionner les traitements cardiaques par la recherche. Aujourd'hui, ce rêve a évolué vers quelque chose de bien plus grand. Créer un espace où les patients ne sont pas seulement des numéros dans des dossiers, mais des personnes avec des histoires, des familles et des espoirs. » La présentation du projet fut un succès absolu. Les représentants de l'hôpital américain de Paris n'approuvèrent pas seulement le partenariat, mais suggérèrent d'étendre le concept à d'autres régions du pays. L'Université nationale s'engagea dans un programme de résidence médicale spécialisée, et d'autres investisseurs manifestèrent leur intérêt à participer à l'initiative. Après la réunion, tandis que les invités savouraient le déjeuner, spécialement préparé par Lucie, Marcel trouva un moment pour une conversation privée avec Élise dans le jardin d'hiver. « Tu sais, » commença-t-il, s'asseyant sur l'un des bancs rustiques, « j'ai passé des années à construire des châteaux, toujours avec le slogan « où chaque client est famille ». Mais il a fallu que tu reviennes pour me faire comprendre le véritable sens de ces mots. » Élise sourit, observant les orchidées qui fleurissaient dans les jardinières. « Parfois, nous devons perdre quelque chose de précieux pour valoriser ce qui compte vraiment. C'est ce que ta mère m'a enseigné durant ces mois à l'hôpital. »« Pourquoi es-tu vraiment revenue, Élise ?» demanda doucement Marcel. « Après tout ce qui s'est passé, tu aurais pu continuer ta vie, recommencer n'importe où. » Elle resta silencieuse un moment, organisant ses pensées. « Tu sais, quand ma mère était dans ses derniers jours, elle m'a fait promettre 2 choses. Que je n'arrêterai jamais d'aider ceux qui en ont besoin et que je ne perdrai jamais foi en la capacité des gens à changer. » Camille, qui passait par le jardin à ce moment-là, s'arrêta pour écouter, restant discrètement à distance. « Quand j'ai appris que tu développais le réseau de châteaux, » continua Élise, « quelque chose me disait que c'était le moment de revenir. Pas par vengeance ou ressentiment, mais parce que je croyais encore que cet homme qui passait des nuits au chevet de sa mère, murmurant des paroles d'encouragement, existait encore quelque part. » Marcel sentit ses yeux s'embuer. « Et tu avais raison. Il était juste perdu pendant un temps. » De l'autre côté du jardin, Gérard observait la scène tout en discutant avec Sophie des prochaines étapes du projet. « Tu sais, » commenta-t-il, « j'ai passé tellement de temps à essayer de détruire ce que Marcel avait construit que j'ai oublié de construire moi-même quelque chose de significatif. » Sophie sourit, faisant une autre note dans son agenda électronique. « Il n'est jamais trop tard pour recommencer, monsieur Lafont. Vous le prouvez chaque jour. » Lucie, qui supervisait le service du déjeuner,
ne put s'empêcher de remarquer comment chaque personne présente semblait avoir trouvé sa place dans cette histoire improbable. De la jeune infirmière qui avait sacrifié ses rêves à l'homme d'affaires qui avait redécouvert son humanité, chacun avait été transformé d'une façon ou d'une autre. Madame Clémence, assise à sa table avec docteur. Richard partageait des histoires des jours à l'hôpital. « Vous savez, docteur, dit-elle avec un sourire sage, parfois je pense que ma maladie était un cadeau déguisé. Non seulement pour la guérison que j'ai reçue, mais pour toutes les leçons qu'elle nous a enseignées. » Le médecin acquiesça comprenant. « La médecine peut guérir les maladies, Madame Clémence, mais c'est l'amour qui guérit les personnes, et c'est ce que ce projet représente, l'union parfaite entre la science et l'humanité. » Tandis que l'après-midi avançait, les invités commencèrent à prendre congé, emportant avec eux non seulement des propositions de partenariat, mais aussi la certitude qu'ils étaient témoins du début de quelque chose de véritablement transformateur. 6 mois s'étaient écoulés depuis la présentation du projet au château des Magnolias. Le centre médical intégré de Megève était sur le point d'être inauguré, transformant ce qui n'était auparavant qu'un château luxueux en un espace de guérison et d'espoir. En cette matinée particulièrement spéciale, Élise parcourait les couloirs du nouveau centre, admirant comment chaque détail avait été pensé pour allier confort et fonctionnalité. Les murs, au ton doux, exposaient des œuvres d'artistes locaux. Dans les chambres, un mobilier élégant cohabitait harmonieusement avec des équipements médicaux de pointe. « C'est encore plus beau que ce que nous avions imaginé, » dit Lucie, qui venait d'arriver avec un plateau de thé spéciaux qu'elle avait développé pour les futurs patients. « C'est parfait, » répondit Élise, ses yeux brillants d'émotion. « Chaque détail reflète exactement ce dont nous rêvions, un lieu où la guérison va au-delà de la médecine. » Dans le jardin thérapeutique, Marcel supervisait personnellement l'installation des derniers bancs. Ce n'étaient pas des bancs ordinaires. Chacun avait été spécialement conçu pour offrir un confort aux patients à différents stades de récupération. « Je ne t'aurais jamais imaginé choisir des meubles personnellement, » commenta Camille, s'approchant avec un sourire. « Je n'aurais jamais imaginé me soucier autant de chaque petit détail, » répondit-il, passant la main sur la finition en bois. « Mais maintenant, je comprends que ce sont ces détails qui font la différence dans la vie des gens. » Sophie, toujours efficace, coordonnait l'équipe de personnel qui était formée pour le grand jour. À ses côtés, Gérard partageait son expérience en gestion hospitalière, quelque chose qu'il avait étudié intensément ces derniers mois. Chaque employé doit comprendre que nous n'offrons pas seulement un service, expliquait-il au groupe. Nous offrons de l'espoir, du réconfort et de la dignité. Madame Clémence, qui était devenue une présence constante dans le projet, observait tout avec une fierté maternelle. Dans ses mains, elle tenait un petit journal, celui qu'elle avait gardé durant ses jours d'hospitalisation, 6 ans auparavant. « Maman » appela Marcel, remarquant l'objet. « Tu gardes encore ce journal ?»« Je le garde » répondit-elle avec un sourire serein. « Parce qu'il me rappelle que parfois, nous devons traverser des moments difficiles pour trouver notre véritable mission dans la vie. » À ce moment, Dr Richard arriva accompagné d'une équipe de médecins et de chercheurs qui feraient partie du corps médical du centre. Parmi eux se trouvait une jeune médecin qui attira immédiatement l'attention de tous. « Voici la docteure. Marie-Louise, présenta-t-il, elle développe une recherche révolutionnaire sur les traitements cardiaques, suivant la ligne qu'Élise avait initiée il y a des années. » Élise sentit son cœur s'accélérer. C'était comme si un cercle se refermait. Son sacrifice d'il y a des années n'avait pas seulement sauvé Madame Clémence, mais ouvrait maintenant la voie pour que d'autres personnes puissent continuer son travail. Docteur Élise, la jeune médecin s'approcha, ses yeux brillants d'admiration. « Vos études préliminaires sur la régénération cardiaque ont été l'inspiration de ma recherche. C'est un honneur de pouvoir travailler à vos côtés. » Lucie, qui observait la scène, ne put retenir une larme. S'approchant de Marcel, elle murmura « Tu vois, parfois quand nous pensons perdre quelque chose, nous sommes en fait en train de faire de la place pour quelque chose de plus grand. » L'homme d'affaires acquiesça, son attention tournée vers Élise, qui discutait maintenant avec animation avec la jeune chercheuse des nouvelles possibilités de traitement. Sur son visage, une expression d'accomplissement qu'aucune réussite financière n'avait jamais procurée. Le jour de l'inauguration du centre médical intégré Château des Magnolias se leva avec un ciel extraordinairement bleu sur Megève. Les fleurs du jardin,
thérapeutique semblait plus vibrante, comme si la nature elle-même voulait célébrer ce moment spécial. Marcel ajustait sa cravate devant le miroir de son bureau quand il remarqua Élise debout à la porte, portant un élégant blazer blanc sur sa blouse médicale. Une combinaison qui symbolisait parfaitement l'union entre hospitalité et médecine que le centre représentait. « Prêt pour ton discours ?» demanda-t-elle avec un sourire encourageant. « Tu sais, répondit-il se tournant pour la regarder, il y a des années, quand tu as refusé de nettoyer ce café sur ma chemise, j'ai cru vivre l'un des pires moments de ma vie. Je ne savais pas que c'était le début du meilleur. Le hall principal était rempli. Autorités, médecins, chercheurs et journalistes se mêlaient au personnel et aux familles. Lucie avait préparé un buffet spécial où chaque plat, non, seulement plaisait au palais, mais contenait aussi des propriétés thérapeutiques soigneusement étudiées. Camille et Sophie coordonnaient les derniers détails de l'événement, tandis que Gérard, étonnamment à l'aise dans son nouveau rôle, conduisait un groupe d'investisseurs internationaux dans une visite des installations. « C'est incroyable. Comme tout a changé », commenta Madame Clémence à Lucie, observant son fils saluer les invités avec une gentillesse sincère qu'il ne possédait pas auparavant, et dire que tout a commencé avec une tasse de café. Quand vint le moment du discours inaugural, Marcel monta sur la petite estrade improvisée. À ses côtés, Élise, Dr Richard et toute l'équipe qui avait transformé ce rêve en réalité. « Il y a quelques mois, commença-t-il, sa voix chargée d'émotion, je croyais que le succès se mesurait au nombre de propriétés que nous possédions ou au profit sur notre compte bancaire. Aujourd'hui, j'ai appris que le véritable succès est de pouvoir faire la différence dans la vie des gens. » Il fit une pause, ses yeux parcourant le public jusqu'à rencontrer le regard de sa mère. Ce centre n'est pas seulement une entreprise de plus, c'est la réalisation d'un rêve qui a commencé dans un lit d'hôpital, à travers le sacrifice silencieux de quelqu'un qui a placé le bien-être des autres au-dessus de ses propres ambitions. Élise sentit les larmes se former dans ses yeux quand Marcel se tourna vers elle. Élise n'a pas seulement sauvé la vie de ma mère par son sacrifice, mais elle a aussi sauvé mon humanité par son courage de me confronter ce matin-là avec le café renversé. Un moment d'émotion s'empara de l'assistance lorsque Madame Clémence se leva pour les rejoindre sur l'estrade, apportant avec elle son ancien journal de l'hôpital. « Ce journal, annonça-t-elle, sera la première pièce de notre mémorial, un espace que nous dédierons à toutes les histoires de guérison, d'espoir et de transformation qui auront lieu ici. » La cérémonie se poursuivit, avec l'annonce de partenariats avec des institutions de recherche, des programmes de résidence médicale et des projets sociaux qui garantiraient que les traitements seraient accessibles aux personnes de toute classe sociale. Lorsque l'événement formel se termina et que les invités commencèrent à circuler dans le centre, Marcel trouva un moment d'intimité avec Élise dans le jardin thérapeutique. « Tu avais raison, dit-il doucement. Certains choix sont trop sacrés pour être expliqués, mais certaines transformations sont trop précieuses pour ne pas être partagées. » Élise sourit, observant le coucher de soleil qui peignait le ciel en teintes de rose et d'or. « Tu sais ce que ma mère disait toujours, que parfois l'univers nous fait perdre quelque chose de précieux pour nous offrir quelque chose d'encore plus précieux. » À ce moment, comme si le destin voulait confirmer ses paroles, un papillon bleu se posa délicatement sur le banc à côté d'eux. C'était un signe, pensa Élise, que certaines fins ne sont que le début d'histoires encore plus belles.